Bonjour à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous inviter à un anniversaire, celui des 60 ans de l'association catholique Entraide et Fraternité. C'est évidemment l'occasion aussi de parler de la campagne de carême d'Entraide et Fraternité, campagne qui est axée cette année sur l'annulation de la dette des pays en voie de développement et aussi sur le développement de l'agriculture familiale dans ces mêmes pays en voie de développement. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Renaud Vivien, chargé de recherche et de plaidoyer à Entraide et Fraternité, et par ailleurs juriste en droit international. Renaud Vivien, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Avec nous également Philippine Cartier, qui est quant à elle chargée de projets Entraide et Fraternité, en particulier des projets au Congo, dont on va parler évidemment au cours de cette émission. Bienvenue à vous aussi, Philippine. Alors, pour l'anniversaire de votre association, le pape François d'ailleurs a adressé un message de remerciement et d'encouragement à ses membres. Renaud Vivien, comment Entraide et Fraternité est-elle née il y a 60 ans? Entraide et Fraternité est née il y a 60 ans au Congo. Donc c'était la première campagne qui a été menée au Congo par rapport à une famine en 1960-61. Et donc, Entraide et Fraternité a lancé cette première campagne. Et très vite, Entraide et Fraternité est passé d'une logique d'aide d'urgence à une logique de justice sociale. Et ensuite, on a développé plusieurs campagnes chaque année. Et à la fin du XXe siècle, on a fait une campagne pour l'annulation de la dette. Donc, c'est pas cette année, la campagne que nous faisons sur l'annulation de la dette, ce n'est pas une première dans l'histoire d'Entraide et Fraternité. En 2000, nous avons mené cette campagne et c'était une campagne qui a été couronnée de succès puisque c'est la pétition qui a été le plus signée dans l'histoire de l'humanité, la pétition pour l'annulation de la dette. Et on reviendra tout à l'heure sur la campagne de cette année, toujours sur l'annulation de la dette. Philippine Cartier, à part militer pour l'annulation, quels sont un peu les autres objectifs d'Entraide et Fraternité ? Oui, donc nous sommes, comme vous l'avez dit, une association catholique, une ONG de développement. Notre mission, c'est de construire un monde plus juste, plus fraternel. Et on fait ça à travers trois missions qui sont indissociables et qui luttent contre la pauvreté. C'est-à-dire donc d'abord l'appui aux associations de la société civile, donc dans les pays du Sud, notamment la République démocratique du Congo. Également l'éducation et la sensibilisation de nos publics en Belgique, sur tout un certain nombre de thématiques, et également le plaidoyer auprès de nos décideurs politiques. Donc ça fait beaucoup d'activités différentes. Donc Entraide et Fraternité est née en 61, ça correspond plus ou moins au début des indépendances, en Afrique notamment. Le développement, on le sait, n'a pas véritablement suivi les indépendances. Renaud Vivien, quelles sont les racines en fait, du mal développement de ces pays du Sud ? Il y a plusieurs causes et plusieurs responsabilités, mais on peut quand même largement épingler un modèle de développement, de mal développement qui a été encouragé juste après ces indépendances. Et donc c'était un modèle de développement qui était basé sur l'endettement et sur les exportations de matières premières et de quelques produits agricoles. Donc les pays appauvris du Sud étaient encouragés pour, soi-disant, rattraper les pays industrialisés, se spécialiser dans quelques produits d'exportation, donc dans quelques produits agricoles, et donc ils ont délaissé des agricultures vivrières importantes pour la population sur place. Et en fait, ce modèle de mal développement, il a créé les conditions de la crise de la dette qui a éclaté en 1982. Pourquoi ? Parce que ces pays sont dépendants du cours des matières premières, puisqu'ils se sont spécialisés là-dedans. Et lorsque le prix de ces matières premières a baissé et que dans le même temps, les intérêts à payer sur la dette ont augmenté, eh bien, ils ont été tout simplement étranglés par le remboursement de la dette et ils n'ont plus pu... ils étaient dans l'incapacité de rembourser cette dette. Et à la suite de cela, il y a des organisations internationales qui sont intervenues dans le pays, les pays appauvris, pour leur imposer des plans d'ajustement structurel qui sont en fait des politiques... des super politiques d'austérité budgétaire, des politiques de privatisation, des politiques de dérégulation. Et c'est ce qui a entraîné la destruction de la paysannerie, de la petite paysannerie locale dans les pays appauvris, avec la complicité des élites dirigeantes dans ces pays du Sud, bien évidemment.
Voilà déjà un petit résumé de la problématique de la dette. Je vous propose de découvrir maintenant une petite séquence, une animation qui va donner les principaux éléments qui font justement que les pays comme le Congo, mais pas seulement, sont actuellement surendettés. Regardez. Vous êtes-vous déjà demandé comment des pays extrêmement riches en ressources naturelles peuvent également compter parmi les plus pauvres du monde ? Pour le comprendre, prenons l'un des exemples les plus emblématiques, celui de la République démocratique du Congo. La RDC, de son petit nom, c'est en effet un sol qui regorge de minerais précieux, comme le cuivre, le cobalt, le diamant ou l'or, des millions d'hectares de forêt, des terres fertiles, ainsi que de l'eau à foison. Alors, comment expliquer que 3/4 de sa population vit avec moins de 2 € par jour et que plus de la moitié des Congolais et Congolaises souffrent de la faim ? Ce n'est évidemment pas simple, mais l'histoire de sa dette nous apporte un élément de réponse. Cette histoire, la voilà. En 1960, la RDC accède à l'indépendance. Peu de temps après, la Belgique et la Banque mondiale mettent sur le dos du peuple congolais une partie des dettes qui avaient pourtant été contractées par la Belgique pour exploiter sa colonie. Un transfert de dette tout à fait illégal. Cette dette va bien vite exploser sous le règne de Mobutu, à qui les créanciers du Nord vont accorder des prêts sans modération. De l'argent qui contribuera avant tout à l'enrichissement personnel de Mobutu lui-même. Et ce, en toute connaissance de cause des créanciers. À la chute du dictateur, la dette de la RDC aura ainsi atteint l'invraisemblable somme de 13 milliards de dollars, soit 200% de son PIB de l'époque. Pour payer ses dettes, le pays continue de s'endetter auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui imposent leurs conditions. Baisse drastique des budgets de secteurs comme la santé ou l'éducation, considérés comme non productifs. Abandon de l'agriculture vivrière au profit de l'agriculture d'exportation. Ou encore privatisation massive des entreprises publiques. Des recettes vieilles de 40 ans, mais qui sont toujours d'application. Aujourd'hui encore, la RDC dépense toujours davantage pour rembourser sa dette que pour financer le secteur de la santé. Le peuple congolais a totalement perdu le contrôle de sa souveraineté économique et alimentaire, tout en subissant le poids d'une dette meurtrière et injuste qui ne lui a pas profité. C'est QFD, comme on dit. La RDC n'est qu'un exemple parmi d'autres. Partout dans le monde, des peuples sont maintenus dans la pauvreté par des dettes illégitimes, odieuses, illégales et insoutenables. L'annulation des dettes du Sud est l'une des clés de la réduction des inégalités mondiales. Faisons passer la vie avant la dette. Annulons les dettes meurtrières et injustes. Renaud Vivien, je me tourne à nouveau vers vous. Je rappelle aussi que vous avez été membre de la Commission pour la vérité de la dette publique de la Grèce, créée en 2015, et vous avez aussi été associé à la rédaction de la loi belge contre les faux vautours, également en 2015. Donc la dette, c'est un petit peu votre spécialité. Donc, dans la séquence qu'on vient de voir, on apprend qu'au moment de l'indépendance du Congo, la Belgique a transféré la dette qu'elle avait contractée pour le Congo sur le peuple congolais. Est-ce que c'était justifié, un tel transfert de dette ? Ce transfert de dette coloniale, il était non seulement injustifié d'un point de vue moral, mais aussi, comme on le voit dans la vidéo, c'est totalement illégal. C'est en violation du droit international. Et pourtant, la Belgique et la Banque mondiale l'ont fait. Et donc le Congo est né avec un boulet à ses pieds. Comment est-ce possible que ça a pu se faire ? Ça a pu se faire parce que ce n'était pas non plus, il n'y avait pas une publicité par rapport à ce transfert de dette coloniale. Donc voilà, ça s'est fait, mais malheureusement, c'est pas un acte isolé. Cette violation du droit international ou un acte qui est fait au détriment du peuple congolais, ce n'est pas un acte isolé. Et on le voit aussi très bien dans cette vidéo, Mobutu a été soutenu massivement par les créanciers. Les créanciers européens, les États-Unis, le FMI, la Banque mondiale, qui ont prêté à Mobutu parce que Mobutu servait les intérêts géostratégiques de ces pays-là, de ces organisations-là, en pleine guerre froide. Donc il n'y avait aucun regard sur où finissait l'argent qui était emprunté. Ce n'était pas le souci de ces créanciers. Le souci de ces créanciers, c'était de continuer à maintenir Mobutu dans leur camp politique. Et donc aujourd'hui, cette dette-là ne doit pas être remboursée puisque c'est une dette odieuse. On le voit aussi dans la vidéo, une dette odieuse en droit international, c'est une dette qui n'a pas profité à la population avec
le fait que les créanciers savaient dès le départ que l'argent ne servirait pas à la population. Et les créanciers étaient très bien au courant puisque les rapports attestaient de ces détournements de fonds systématiques qui étaient réalisés par le clan Mobutu. Mais la dette est néanmoins toujours réclamée et impayée. Oui, la dette est toujours réclamée. Il y a eu un allègement de dette, mais sous conditions, comme à chaque fois. Et c'est toujours les mêmes conditions que les plans d'ajustement structurel dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure. Donc des conditions d'austérité budgétaire, donc de coupe dans les dépenses sociales, des conditions de privatisation, des conditions aussi de bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance, ce n'est défini nulle part. C'est souvent utilisé pour justement pousser à la privatisation d'entreprises publiques parce qu'on dit qu'elles sont mal gérées, etc. Ce qui est vrai, mais je veux dire, c'est tout un package qui est imposé en contrepartie des allègements de dette. Donc il y a eu un allègement partiel de dette congolaise, mais aujourd'hui, donc même avant la crise, le Congo devait rembourser deux fois plus d'argent au remboursement de sa dette qu'au financement de la santé. Donc on voit où sont les priorités. Et le Congo n'est pas un pays isolé, pardon. Donc on ne peut pas dire que c'est une histoire exclusivement de mauvaise gouvernance, de mauvaise gestion de la part des dirigeants congolais. Avant la crise du Covid-19, il y avait 64 pays appauvris dans le Sud qui consacraient davantage d'argent au paiement de la dette qu'au financement des soins de santé. Philippine Cartier, je me tourne vers vous. Vous êtes responsable de projet au Congo. Vous connaissez bien la situation sur le terrain. En allant au Congo, vous y étiez récemment. Qu'est-ce que vous voyez sur place? Comment la population souffre-t-elle aujourd'hui de cette dette concrètement? Déjà, 90% de la population en RDC vit de l'agriculture. Entraide et Fraternité, nous, on a fait un choix de soutenir ce secteur parce que c'est ça qui permet de nourrir tout le monde, de nourrir toute cette population. On est actif spécifiquement au Sud Kivu, qui est une des 26 provinces de la RDC à l'Est. Une province qui est marquée par beaucoup d'insécurité, beaucoup également d'insécurité physique, mais alimentaire également. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, comme on le disait, beaucoup de cultures d'exportation qui sont produites. Et les paysans n'ont pas toujours finalement de quoi tirer profit de leurs exploitations familiales pour pouvoir se nourrir convenablement et à la fois se permettre de vendre un surplus pour tirer des revenus conséquents. On voit bien qu'il y a un manque d'investissement de la part de l'État dans le secteur agricole, alors que pourtant le Congo est un pays très riche, fertile. Moins de 4% de son budget national est investi dans l'agriculture. Donc nos organisations partenaires sur le terrain font un peu ce travail de pallier à ce manque de soutien de l'État, de ce manque d'investissement pour venir en appui aux populations paysannes qui doivent se nourrir et nourrir leur famille et faire vivre ainsi toute la communauté. Donc 4% seulement du budget d'État consacré au développement, enfin à la santé, à l'éducation. Une question un peu provocante, peut-être Renaud Vivien. Si on annulait la dette du Congo ou d'autres pays, qu'est-ce qui garantit que les fonds libérés serviraient véritablement à la population, notamment donc santé et éducation? Oui. Ben ça, c'est évidemment une très bonne question parce que l'idée d'une annulation de la dette, c'est que ça profite à la population. Mais je voudrais dire d'abord une petite chose pour être clair, c'est que le principe premier, c'est qu'un État rembourse sa dette. C'est d'abord le principe de base. Mais ce principe a des limites et le pape l'a rappelé l'année dernière. Tout à fait. Les évêques de Belgique l'ont rappelé également puisqu'ils ont écrit un communiqué de presse demandant l'annulation de la dette. Donc voilà, il y a des limites en fait au remboursement de la dette. Le remboursement de la dette ne doit pas sacrifier des générations entières, ne doit pas prendre le pas sur les dépenses vitales pour la population. Et donc par rapport à des gouvernements corrompus, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, une chose à faire, c'est de renforcer les partenaires pour qu'ils soient à même de demander des comptes à leur gouvernement. Okay, donc vraiment pousser, renforcer la société civile sur place à agir comme contrôle pour contrôler l'utilisation de ces fonds. Une chose aussi qu'il faut mentionner, c'est qu'avant de se demander si la dette va être bien, si l'annulation de la dette va être profitable à la population, il faut d'abord se poser la question de la nature de la dette. Okay, est-ce que le créancier est en droit, est-ce qu'il est légitime à demander le remboursement de cette dette? Et on voit avec le cas de la RDC, avec le cas du Congo, que la dette est odieuse.
Et les créanciers savaient dès le départ que cette dette ne servirait pas à la population. Donc, quelque part, de quel droit ils imposeraient des conditions à une annulation de dette, sachant très bien qu'ils ont une responsabilité écrasante dans cet endettement-là. Donc, je ne nie pas la responsabilité des gouvernements sur place, mais les créanciers, à un moment donné, doivent aussi prendre leur part de responsabilité, et c'est possible de le faire. C'est possible de le faire puisque la Norvège, il y a un peu plus de 10 ans, la Norvège a décidé d'annuler de manière inconditionnelle toutes les dettes qui étaient illégitimes. Donc toutes ces créances illégitimes, elle a décidé de les annuler au motif que la Norvège avait une co-responsabilité dans cet endettement illégitime. Donc si la Norvège l'a fait, pourquoi la Belgique ne le ferait pas, sachant que les sommes en jeu ne sont pas énormes ? Alors, ce serait ma dernière question sur ce sujet de la dette. Est-ce que, selon vous, la Belgique a l'intention d'annuler la dette ? La Belgique, c'est inscrit dans ses engagements, dans son accord de gouvernement. Il y a un engagement de la Belgique à aller sur la voie des annulations de dettes, mais on observe qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, et donc c'est à nous, en tant que citoyens, de pousser notre gouvernement à respecter son propre accord gouvernemental. Et une chose qu'elle pourrait faire, la Belgique, dans un mois, il y aura les réunions du FMI, de la Banque mondiale. La Belgique devrait utiliser le poids qu'elle détient dans ces deux organisations internationales. La Belgique a un poids relativement important dans ces organisations internationales. La Belgique devrait demander l'annulation des dettes qui sont détenues par le FMI et la Banque mondiale, qui sont les premiers créanciers sur les pays les plus pauvres, les plus appauvris. Donc ça, c'est un acte concret qu'elle pourrait poser, et elle pourrait aussi faire comme la Norvège, c'est-à-dire d'abord faire un audit de ses créances, pour voir un peu quelle est la part qui est légitime, qui doit être remboursée, et quelle est la part odieuse, illégitime, qui doit être annulée. Et sur cette base-là, on pourra débattre sur les conditionnalités à ces annulations de dettes. Mais la Belgique a des engagements de gouvernement et a la possibilité de les mettre en œuvre en suivant, par exemple, le cas de la Norvège. Et c'est ce qu'on essaye de faire actuellement avec notre campagne. Notre campagne pour l'annulation de la dette qu'on mène avec d'autres organisations de la société civile en Belgique. On n'est pas tout seul, donc on s'est mis à plusieurs pour justement demander à la Belgique d'honorer ses propres engagements et de poser un acte concret de solidarité vis-à-vis des pays appauvris du Sud, vis-à-vis du Congo. Ça serait un acte concret d'annuler la dette. Vous aurez vu apparaître à l'écran l'adresse où vous pouvez vous renseigner sur cette campagne, donc une adresse web annulerdette.be. Alors on va passer maintenant à l'autre volet un petit peu de cette campagne de carême d'entrée des fraternités. Philippine Cartier, on l'a évoqué, donc il faut donc encourager l'agriculture notamment. Et donc quels sont les projets un petit peu que vous menez ou que vous soutenez actuellement au Congo, notamment par rapport à ça ? Donc, comme je disais, on soutient essentiellement des organisations de la société civile congolaise. Les trois associations principales qu'on appuie sont toutes au Sud Kivu. Donc, le Sud Kivu, c'est une des provinces de la RDC, une province frontalière avec le Burundi, le Rwanda, et qui est donc une province marquée par tout un certain nombre d'enjeux, notamment, comme je disais, l'insécurité croissante avec tous les groupes armés, les milices, etc., mais également l'insécurité alimentaire. Donc, nous, on a un programme d'appui à l'agriculture familiale, c'est-à-dire un programme où on se concentre sur le droit à l'alimentation des ménages, des familles qui vivent de l'agriculture familiale. On fait cela à travers le modèle, le courant agroécologie. Donc, c'est-à-dire, l'agroécologie, c'est quoi ? C'est un mouvement sociopolitique qui remet l'agriculture familiale locale au cœur, finalement, et qui permet donc aux ménages qui vivent de l'agriculture d'être plus résilients, de s'adapter au changement climatique et d'avoir une agriculture respectueuse de l'environnement, avec laquelle ils vont pouvoir se nourrir et également avoir accès au marché via un système d'associations paysannes, de coopératives, pour un petit peu retisser le mouvement agricole, pour permettre de nourrir en quantité et en qualité toute la population du Sud Kivu.
Alors je vous propose de regarder maintenant un petit témoignage. Il s'agit du témoignage de Germaine Kavira, qui est cultivatrice justement dans le Sud Kivu, qui bénéficie directement d'un projet soutenu par Entraide et Fraternité. Regardez. Mimi naitwa kwa jina la Kavira Germaine. Niko mama wa watoto 4 na wajukuu 5. Ninafanya kazi ya kilimo, tena ninachuruza kidogo, niko mchuruzi pia, na ninaishi hapa Sange. Nilibadilisha hali yangu ya kuishi sababu mbele sikuwa najua kama mwanamke anaweza sema, sikuwa najua kama mwanamke anaweza soma, sikuwa najua kama mwanamke anaweza kurizi, wala mwanamke anaweza kuwa na kitu chake cha pekee cha kusaidia nyumbani. Mbalimbali juu ya haki ya mwanamke, juu ya agenda, juu ya namna ya kutumika gestion ya vitu vyako, namna ya kuchuruza, yote nilipata mwapepe. Mimi ni membre wa cooperative, niko vice president wa cooperative. Cooperative yetu tunatumika kutia vitu vyetu pamoja, mawazo pamoja, na kutia vitu vyetu pamoja na kutia mawazo pamoja, na kuna tafuta namna kuchuruza vitu vyetu ili tuboreshe maisha yetu. Wanaona maisha yangu inakuwa nzuri kushinda ile wakati ya mbele, sababu niko na wapatia mawazo ya kukua watumishi wa walimaji na kutia vitu pamoja, na maisha yangu inakuwa bora zaidi kushinda ile wakati ya mbele. Ninawaitaka, tunaongea nao na mimi nawapasha habari tulisikia kule kwenye tulikuwa kwa formation. Mafundisho tulipata kule, mimi nawaexpliquer, mimi nawafasiria. Hivi sana najisikia niko fier kwa mama wa kijiji. Najisikia fier kabisa. Na wengine wamama wote mimi napatia kama mafundisho walishajisikia fier kupitia cooperative. Mbele nasema mbele kama mwanamke alikuwa na samani, lakini leo kupitia cooperative na mafundisho tutapata, mimi nakuwa na samani mbele ya mume wangu. Ilituambia kama ni uhusiano wa baba na mama, kukua pamoja, kuishi pamoja, na tukashukuru Mungu sababu Mungu alituitikia ile jenda ikakua, ile mahusiano ikakua, sababu mbele wa baba na mama tulikuwa tofauti zaidi. Na wawazia nao watakuwa vizuri sababu wako wanasikia mafundisho tunawapatia na wako wanatenda vile tunawaambia. Wanakuwa nao wachuruzi, wanakuwa nao namna kutafuta, walishajua namna ya kuishi nyumbani. Merci à Madame Germaine Kavira pour son témoignage. Philippine Cartier, la PEF dont on parle dans la séquence est l'une des associations partenaires d'Entraide et Fraternité au Sud Kivu. Combien d'associations soutenez-vous et en quoi consiste ce soutien ? Oui, donc on soutient, au total, on en soutient 6 qui travaillent plus ou moins toutes dans le domaine de l'agriculture. Et avec 3 d'entre elles, on a un programme institutionnel qu'on met en œuvre. Avec ces associations partenaires, on touche au total entre 6 à 7 000 familles qui vivent de l'agriculture. Mais on peut vraiment dire que des retombées de nos interventions, de nos appuis, c'est plus ou moins 150 000 personnes qui peuvent avoir accès à une agriculture familiale améliorée, entre guillemets, donc où ils vont pouvoir en vivre convenablement. Ces personnes-là sont regroupées en associations. Donc, comme Germaine en parlait, les coopératives leur permettent d'avoir accès à tout un certain nombre de services finalement. Donc au total, c'est 85 associations dont certaines ont déjà obtenu le statut de coopérative. C'est un travail qu'on fait, on accompagne vraiment à travers le renforcement, la formation, les personnes qui se mettent ensemble, qui décident de cultiver ensemble, jusqu'à l'obtention du statut d'une coopérative et ensuite sur le volet commercialisation. Donc commercialisation, c'est transformer la matière première via des machines, des outils, la stocker, la mettre dans des paquets et ensuite l'amener sur le marché, la vendre à un prix, évidemment un prix intéressant pour le producteur, pour lequel il va pouvoir
il va pouvoir se nourrir, il va pouvoir garder une partie et avec cela envoyer ses enfants à l'école, payer les frais de santé, etc. Donc c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Il y a le volet évidemment dont je parlais, formation, le volet également ce qui est sensibilisation aux questions de l'environnement. Et après il y a un volet inclusion des groupes plus vulnérables, dont les femmes et les jeunes. On s'est rendu compte que, évidemment, c'est les femmes qui cultivent au champ, mais ce n'est pas forcément elles qui ont la gestion du revenu ensuite au sein du ménage. Pour les jeunes, c'est un peu différent. Il n'y a pas beaucoup de perspectives d'emploi, il y a beaucoup de chômage, et donc c'est un peu parfois par désœuvrement que les jeunes vont finalement commencer à s'intéresser à l'agriculture. Et c'est comme ça que ces deux groupes particuliers sont vraiment au cœur de nos interventions, au cœur de nos actions au Kivu. Alors, il reste 1 minute à peu près pour terminer cette émission. Renaud Vivien, pour terminer, c'est important. Comment est-ce qu'on peut soutenir concrètement votre campagne? En allant sur le site internet qu'on a créé spécifiquement pour cette campagne. Donc, vous avez rappelé l'adresse du site, annulerladette.be. Et sur ce site, vous trouverez la pétition. Et donc, plus on sera nombreux à la signer, plus on aura du poids pour annuler les dettes meurtrières et injustes. Les dettes meurtrières, c'est toutes celles qui asphyxient les budgets sociaux aujourd'hui. Et ce qu'on réclame dans cette pétition, ce n'est pas l'annulation de toute la dette, c'est au minimum l'annulation des paiements qui sont prévus en 2021. Parce qu'on estime que la priorité, ça doit être la vie humaine, plutôt que le remboursement de la dette. Donc signez la pétition, diffusez-la autour de vous. Et aussi engageons-nous dans un débat citoyen sur nos propres dettes ici. Puisqu'il faut aussi engager une discussion sur le remboursement de la dette belge, en débattre. Puisqu'on sait qu'un peu partout, ce n'est pas uniquement au Congo, dans les pays appauvris, la dette c'est un prétexte, c'est un alibi pour justifier des politiques d'austérité budgétaire. Alors évidemment, il y a un autre volet dont on a évidemment parlé, donc c'est le soutien à l'agroécologie, également un site carême.entraide.be, où là j'imagine qu'on peut faire des dons. Oui. Ça nous invite à mobiliser avec solidarité avec les populations de la RDC à travers cette campagne de carême. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Renaud Vivien, Philippine Cartier, de nous avoir parlé de votre campagne annuelle d'entraide et fraternité, donc campagne un peu spéciale pour les 60 ans de l'association. Merci à vous, chers amis, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission. Portez-vous bien. Je rappelle quand même aussi que vous pouvez revoir cette émission sur Ovio ou sur le site catobel.be. Et donc, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine émission.